Nous savons tous maintenant que Poutine n'a qu'une seule vraie tactique lorsqu'il s'agit de déployer ses soldats à des positions ukrainiennes. Les envoyer en vagues humaines et espérer que la pure et simple supériorité en nombre de la Russie suffira à user l'Ukraine. Cette tactique a fonctionné en partie en 2024, la Russie ayant fait quelques gains dans la région de Donetsk, cible de Poutine. La Russie prétend avoir déjà annexé la région, alors qu'en réalité, elle n'a réussi à gagner que quelques 1609 000 carrés de territoire ukrainien tout au long de l'année écoulée. Il y a quand même au moins des gains. Le problème pour Poutine et la Russie dans son ensemble est que ces gains se font à un coût massif pour la main-d'œuvre de la Russie. Le hachoir à viande de Poutine met la pression sur son propre peuple, ainsi que sur les nombreux mercenaires que Poutine a embauchés dans l'armée de son pays, et la Russie ne peut pas supporter ce volume de décès plus longtemps. C'est particulièrement vrai maintenant, que nous avons une statistique choquante qui nous montre combien de Russes sont morts sur le champ de bataille ukrainien, depuis que Poutine a commencé son opération militaire spéciale. Dans cette vidéo, nous plongeons dans cette nouvelle statistique, expliquons ce qu'elle signifie dans le contexte du taux de perte toujours croissant de la Russie, et explorons certaines des impacts qu'une telle échelle de décès va avoir sur la Russie maintenant et à l'avenir. Nous commençons par la statistique. 220 000 Russes sont morts en Ukraine. Selon un reportage de Newsweek du 10 janvier qui prétend que plusieurs sources se sont réunies pour estimer que 220 000 est le véritable nombre de morts russes en Ukraine. Notez que nous avons dit morts, pas victimes. Les chiffres des victimes couvrent les blessures et les Russes qui ont été faits prisonniers. Et nous les couvrirons dans un moment, alors que les chiffres de morts sont exactement ce qu'ils semblent être. La Russie a maintenant 220 000 moins de soldats et de mercenaires qu'au début de la guerre de Poutine. Newsweek dit que la statistique provient d'une analyse conjointe du service russe de la British Broadcasting Corporation, Mediazona, qui est l'un des rares médias russes qui n'est pas d'État, et une équipe de bénévoles. Collectivement, ce groupe a réussi à obtenir les noms d'au moins 88 000 soldats russes qui sont morts en Ukraine, extrapolant à partir de là pour créer l'estimation de 220 000, en se basant sur la probabilité que les 88 000 morts russes identifiés ne représentent qu'une partie du total réel. Alors, comment la British Broadcasting Corporation et Mediazona ont-ils obtenu leurs chiffres ? Les deux organisations se sont associées pour compter les décès russes confirmés en Ukraine à partir de sources ouvertes. Il est à noter que ces sources n'incluait pas les décès survenus dans les unités des républiques populaires de Donetsk et Louhansk, deux factions pro-russes en Ukraine. Des unités de ces groupes, composées principalement d'Ukrainiens russes favorables à Poutine, servent dans l'armée russe. Leurs pertes pourraient donc techniquement être considérées comme des décès russes. Les deux groupes sont situés dans l'est de l'Ukraine et ne sont pas reconnus internationalement comme forces paramilitaires. C'est pourquoi la British Broadcasting Corporation et Mediazona ne les ont pas inclus dans les chiffres qu'ils ont rassemblés. Sur les 88 000 morts russes confirmés, Mediazona indique qu'environ 6 000 étaient membres des forces russes les plus élites. Cela inclut les pilotes de l'armée de l'air, les marines, les parachutistes et un petit nombre de membres des forces spéciales, Spetsnaz Glavnoe, Razvedivatel Noé ou Pravleni. Les membres de ce dernier groupe ont fourni à la Russie des renseignements militaires étrangers, ce qui suggère qu'ils étaient donc probablement en Ukraine pour espionner ou mener de petites opérations. La British Broadcasting Corporation et Mediazona ont même décomposé ces 6 000 par leur rôle. La Russie a perdu 267 pilotes militaires, 5 800 membres du Glavnoe, Razvedivatel Noé ou Pravleni, un énorme 685 de ses marines et environ 4 000 de ses parachutistes. De lourdes pertes, considérant que ce sont l'élite de la Russie. Selon Mediazona, 2024 a été l'année la plus meurtrière pour les soldats russes en Ukraine, probablement à cause de la volonté de Poutine de prendre le plus possible de la région de Donetsk, surtout durant la deuxième moitié de l'année. Rappelez-vous que ces 88 000 morts proviennent de sources ouvertes et sont des morts confirmées. Mediazona et la British Broadcasting Corporation estiment qu'au moins le double de ce nombre de Russes sont morts sur le champ de bataille ukrainien, sans qu'aucun enregistrement n'ait été fait de leur décès. Et cela empire pour Poutine. Cette nouvelle des 220 000 morts russes arrive à la suite des annonces que la Russie subit un taux de perte massif en Ukraine. En ajoutant les blessures et les captures aux 220 000 morts, le total des pertes russes pour l'opération militaire spéciale de Poutine s'élève à 804 930 selon le compte Twitter ou 10 de la défense de l'Ukraine le 10 janvier. Le jour où ces chiffres ont été publiés, la Russie avait également perdu 1830 soldats face à la courageuse défense ukrainienne, démontrant qu'il est peu probable que l'ampleur des décès russes ralentisse à mesure que nous continuons en 2025.
Si quoi que ce soit, cela va s'accélérer avec Poutine poussant pour prendre plus de Donetsk avant les pourparlers de paix proposés, médiatisés par le président Donald Trump. Selon le propriétaire des médias, 2024 a été la pire année de la guerre pour la Russie en termes de décès sur le champ de bataille et de pertes globales, rapporte le Kyiv Independent. Il cite le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky, disant que la Russie a subi 427 000 morts, blessures, captures et soldats tout simplement disparus. Le taux de perte s'accélérant au fur et à mesure que l'année progressait, encore une fois, à cause de l'attention renouvelée de Poutine sur Donetsk. Le média a également fourni des chiffres intéressants pour le contexte. Le 19 décembre, la Russie a battu son propre record de pertes en Ukraine, avec 2200 de ses soldats morts ou blessés. Comme nous l'avons vu sur le compte de la défense de l'Ukraine d'X, elle continue de perdre des chiffres dans les régions des milliers élevés. La Russie semblant s'être habituée à un taux de perte quotidien entre 1500 et 2000. Ce ne sont pas de bons chiffres pour un pays qui peine déjà à maintenir son avantage en termes de main-d'œuvre. En revenant au décès, le Royaume-Uni a eu 383 600 décès militaires pendant l'intégralité des 6 années qu'il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Au rythme actuel, la Russie atteindra 440 000 décès militaires en Ukraine après 6 ans, prouvant que les tactiques de Poutine n'ont guère évolué depuis plus de 80 ans. Ajoutez à cela les pertes d'équipement. La Russie a perdu 9 741 chars, près de 22 000 systèmes d'artillerie et plus de 20 000 véhicules blindés au 10 janvier, et vous obtenez une image claire. La Russie peut faire de petites avancées en Ukraine, mais elle perd des centaines de milliers de soldats et des tonnes de son équipement militaire le plus précieux pour y parvenir. Poutine affaiblit activement la Russie en tant que puissance militaire mondiale, simplement pour poursuivre son opération militaire spéciale. Que dit la Russie sur cette situation ? Pas grand-chose, en fin de compte. Comme d'habitude pour le Kremlin, il a refusé de répondre à Newsweek pour commenter les 220 000 morts russes. Poutine semble vouloir minimiser le nombre de victimes, ce qui est typique du Kremlin. Il n'a publié aucun chiffre de victimes russes, car cela ternirait l'image de Poutine en tant qu'homme fort de la politique russe. Comment pouvez-vous convaincre votre peuple que vous avez construit l'armée la plus forte du monde tout en leur disant que 220 000 de leurs compatriotes sont morts dans une invasion qui n'était censée durer que 5 jours ? On ne le fait pas, si vous êtes Poutine. Nous ne pouvons même pas dire que la Russie prétend que le chiffre est bien plus bas, bien qu'elle aimerait clairement que le monde le croie, car elle refuse tout simplement de commenter. Mais elle est rapide à pointer du doigt sa version du nombre de victimes en Ukraine. Le 8 décembre, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a annoncé de manière inédite les taux de pertes et de blessés de l'Ukraine. Zelensky dit que l'Ukraine a 43 000 soldats morts, soit environ un cinquième des morts russes, selon les chiffres de la British Broadcasting Corporation et du propriétaire des médias, et 370 000 blessés. Le président ukrainien a également été rapide à souligner qu'environ 50% des Ukrainiens blessés sont retournés sur le champ de bataille, ramenant le véritable taux de ceux blessés à tel point qu'ils ne peuvent plus participer à la guerre à 185 000. La Russie a rapidement publié quelques chiffres de son côté. Le Kremlin a affirmé que 38 000 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés à Koursk uniquement, et voudrait probablement faire croire au monde que beaucoup plus d'Ukrainiens sont morts dans la guerre que ce que Zelensky laisse entendre. Plusieurs médias, dont la British Broadcasting Corporation, affirment que ces chiffres ne peuvent être vérifiés de part et d'autre. Selon la British Broadcasting Corporation et Mediazona, qui utilisent des sources ouvertes pour compter les décès russes confirmés, leurs chiffres sont les plus proches de la réalité vérifiable. Ainsi, la perte de 220 000 soldats russes semble justifiée, ce qui soulève une question évidente. Cela semble dû à une combinaison de l'inaptitude tactique russe et de la stratégie militaire ukrainienne. D'un côté, nous avons déjà évoqué le désir de Poutine de prendre Donetsk et la massive poussée de son armée pendant une grande partie de 2024 pour s'emparer du territoire dans l'est de l'Ukraine. Cette offensive a été très coûteuse pour la Russie, Poutine utilisant une approche de guerre d'usure. Plutôt que d'exploiter son avantage en main-d'œuvre pour développer des stratégies permettant de détruire les fortifications ukrainiennes, Poutine préfère envoyer ses soldats à la mort dans des assauts en vagues humaines. Même cette stratégie n'était pas de l'invention de Poutine. Selon la politique étrangère, le défunt chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, a été le premier à utiliser les soldats comme chair à canon en les envoyant par vagues pour épuiser les munitions ukrainiennes. La tactique a réussi à Bakhmout, finalement capturée par la Russie, mais a aussi incité Prigojine à se rebeller contre Poutine et a ordonné une marche sur Moscou. La marche de Prigojine a échoué, et il est mort dans un crash d'avion suspect. Poutine a décidé d'appliquer la tactique efficace de Bakhmout dans toute l'Ukraine, d'où des vagues humaines à Donetsk.
La politique étrangère décrit cette stratégie comme terriblement gaspilleuse et sans limite cruelle, mais cela ne change pas le fait qu'elle est efficace. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la Russie a réussi à capturer environ 1600 miles carrés du territoire ukrainien, en retour de la perte de temps de ses soldats. Les 220 000 morts ne sont qu'une indication du fait que Poutine est tellement enfermé dans l'approche de la vague humaine qu'il semble incapable de voir une autre façon de gagner. L'avantage naval de la Russie ne s'est pas déroulé comme prévu par Poutine. Il aurait espéré transformer la mer Noire en une zone interdite pour l'Ukraine, permettant à la Russie de transporter des troupes et des équipements de la Crimée annexés vers le sud de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, la Russie a perdu au moins 26 navires de la flotte de la mer Noire, soit environ un tiers de la flotte, suite aux frappes de missiles et de drones ukrainiens, contraignant la flotte à se retirer du conflit. Poutine ne peut même pas reconstituer les effectifs, car il ne peut pas faire passer ses navires par les détroits des Dardanelles et du Bosphore, la Turquie ayant fermé les portes. Poutine a aussi échoué à exploiter la supériorité aérienne présumée de la Russie face à l'Ukraine. Lors des premiers mois du conflit, il a tenté d'utiliser les 492 avions russes pour mener des frappes aériennes et établir le contrôle de l'espace aérien ukrainien. Cependant, l'utilisation habile des drones par l'Ukraine et l'échec de la Russie à coordonner ses forces aériennes et terrestres ont entraîné la destruction de centaines d'avions russes. Poutine a préféré lancer des bombes planantes depuis des bases aériennes russes derrière le front. Ces bombes dévastent les villes ukrainiennes, mais elles pourraient devenir une tactique moins efficace maintenant que l'Ukraine est autorisée à utiliser les missiles à longue portée qu'elle a reçus des États-Unis et de ses alliés pour attaquer les bases d'où sont lancées ces bombes. Tout cela a laissé la Russie dépendante de ces assauts de masse humaine, combinés à des frappes occasionnelles de drones et de missiles. L'Ukraine a exploité cette erreur tactique pour accroître le nombre de Russes tués au combat, notamment grâce à son utilisation remarquable des drones. Selon Rand, l'Ukraine a été pionnière dans l'utilisation de drones maritimes pour couler des navires en mer Noire. L'Ukraine utilise des drones aériens capables d'échapper aux défenses aériennes pour frapper le cœur du secteur du raffinage de pétrole russe. Elle a maîtrisé l'art de la guerre irrégulière, trouvant des moyens créatifs pour endommager l'infrastructure de Poutine et rendre les soldats russes plus vulnérables. Ajoutez à cela le soutien de l'Occident sous la forme d'armes modernes, qui sont souvent supérieures à ce que la Russie peut déployer, bien qu'en moindre nombre, et l'Ukraine est bien placée pour faire face aux vagues humaines que Poutine continue d'envoyer sur ses positions. Certes, l'avantage en termes de main-d'œuvre de Poutine est tel que ses forces finissent par épuiser les ressources de l'Ukraine, et à percer. Mais la capacité de l'Ukraine à maximiser ce qu'elle a signifie qu'elle est capable de maximiser les pertes qu'elle inflige, ce qui conduit à l'énorme chiffre de 220 000 morts russes sur le champ de bataille. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole ont un impact significatif, à ne pas sous-estimer par rapport au taux de mortalité élevé de la Russie. Au cours de l'année 2024, l'Ukraine a mené plusieurs attaques contre les raffineries de pétrole russes, qui sont des installations conçues pour convertir le pétrole brut en produits de combustible, utilisables tels que le diesel et l'essence. La raffinerie de pétrole de Tuapse a été une cible en janvier 2024, l'usine ayant dû arrêter ses opérations de traitement du pétrole en raison d'un incendie causé par une frappe ukrainienne. Cela a réduit l'accès de la Russie à ses propres produits pétroliers de 240 000 barils par jour. En février, une frappe similaire a eu lieu à la raffinerie d'Ilski, coûtant à la Russie 132 000 barils par jour, et en mars, les raffineries de Nordsee et de Ryazan ont été attaquées. D'autres ont suivi en 2024, avec l'Ukraine montrant qu'elle compte maintenir cette stratégie tout au long de 2025, avec sa frappe sur la raffinerie Tanako dans la République russe de Tatarstan. Cette installation a une capacité de raffinage de plus de 16 millions de tonnes d'huile par an, avec le chef du centre de lutte contre la désinformation de l'Ukraine, Andriy Kovalenko, affirmant qu'elle joue un rôle clé dans l'approvisionnement en carburant des troupes russes. La destruction de raffineries et de dépôts pétroliers nuit à la capacité russe de mener une guerre intense, selon Kovalenko. Quel est le lien avec les 220 000 morts en Russie ? Chaque frappe contre une raffinerie réduit la production russe de diesel, d'essence et même de carburant pour avions. L'effet domino réduit l'approvisionnement en carburant aux lignes de front, rendant de nombreux véhicules militaires russes inutilisables. Mais Poutine refuse de ralentir sa poussée pour Donetsk. Les assauts de vagues humaines sur lesquels il compte sont de plus en plus réalisés à pied, ce qui rend encore plus facile pour l'Ukraine de repérer les soldats russes envahissants. Moins de protection équivaut à plus de morts sur le champ de bataille. C'est pourquoi nous risquons de voir le chiffre de 220 000 que nous avons déjà augmenté de manière dramatique si la guerre se poursuit tout au long de 2025. Une combinaison de l'inaptitude tactique russe et de la capacité ukrainienne à exploiter les échecs russes a entraîné,
220 000 morts, et plus. Notre question suivante est simple. Pourquoi ce taux élevé de mortalité est-il important pour la Russie? On pourrait dire que tout se déroule selon les plans défectueux de Poutine. Oui, son armée perd des centaines de milliers de soldats, que ce soit par mort ou une autre forme de perte. Mais elle gagne du terrain, à Donetsk, et donne plus de levier à Poutine si Trump force les pourparlers de paix. Pourquoi Poutine changerait-il une formule qui fonctionne relativement bien? La Russie doit maintenant gérer la perception causée par les 220 000 morts. Avant l'opération militaire spéciale de Poutine, la Russie était considérée comme l'une des plus grandes puissances militaires mondiales. Elle maintient sa position, mais la perception de la puissance russe a été ternie par ses lourdes pertes et son incompétence apparente en Ukraine. La peur que Moscou suscitait par le passé semble se dissiper. On le voit dans le franchissement de tant de lignes rouges que Poutine a mises en place avant et pendant son invasion. Il a menacé l'Occident. Que se passerait-il si la Suède et la Finlande rejoignaient l'OTAN? Ils l'ont tous deux fait quand même. Il affirmait que laisser l'Ukraine utiliser des missiles occidentaux à longue portée contre la Russie forcerait Moscou à riposter. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont autorisé l'utilisation de leurs missiles, et une riposte russe ne semble pas imminente. La Russie reste un ennemi redoutable pour les nations auxquelles elle fait face. Cependant, l'Ukraine a affaibli la perception occidentale de sa puissance militaire en infligeant de lourdes pertes à son armée, bien que la Russie dispose encore d'une vaste main-d'œuvre et de nombreux équipements pour le moment. Un autre problème lié à ces 220 000 morts est la difficulté pour la Russie de combler les lacunes de main-d'œuvre ainsi créées. Elle trouve des solutions pour l'instant. Plus de 12 000 soldats nord-coréens combattent actuellement pour la Russie dans l'oblast de Koursk, suite à un traité de défense collective signé par Poutine et le président nord-coréen Kim Jong-un à l'été 2024 quand la Russie a recruté des milliers de mercenaires, dont des centaines de combattants yéménites, pour se battre contre rémunération pendant la guerre, bien qu'ils ne soient pas citoyens russes. Mais quand il s'agit de recrutement interne, Moscou faiblit. Comme le souligne la conversation, la Russie a eu du mal à trouver des gens pour s'engager dans son armée même en temps de paix. Le service était vu comme un piège pour les pauvres et défavorisés, le flux constant de morts en Ukraine renforçant cette perception. Il n'y a pas beaucoup de Russes prêts à s'engager volontairement dans le combat de Poutine, et le leader russe veut éviter un second cycle de conscription en raison du sentiment public négatif qu'il créerait. Mais il a aussi besoin de renforts pour remplacer les 220 000 soldats morts. Cette situation contraint Poutine à dépendre de sources externes pour ses troupes, affaiblissant davantage l'armée russe. Poutine conserve pour l'instant l'avantage en termes de main-d'œuvre de la Russie, mais il le fait en utilisant des recrues inexpérimentés, des mercenaires qui ne comprennent pas le fonctionnement de la machine de guerre russe, et même des soldats nord-coréens qui ne parlent pas russe et ont une compréhension minimale de la guerre moderne. En contraste, beaucoup des 220 000 morts, et probablement un grand nombre des victimes russes, auraient été des soldats beaucoup plus expérimentés. Ce taux de renouvellement massif conduit finalement à une moindre capacité de la Russie à coordonner les assauts, ce qui pourrait nous donner une raison pour laquelle Poutine et ses commandants militaires comptent tellement sur les vagues humaines. Il ne peut pas compter sur la plupart de ses soldats pour autre chose que servir de chair à canon. Et ce ne sont pas seulement les problèmes pendant la guerre que la perte de 220 000 de ses soldats va créer pour la Russie. L'avenir semble sombre pour le peuple de Poutine. La Russie était confrontée à un faible taux de natalité, jugé catastrophique pour son avenir par le Kremlin, ainsi qu'à des taux de mortalité élevés, et une faible espérance de vie chez les hommes. Selon le démographe russe indépendant Alexei Raksha, la guerre en Ukraine a exacerbé un problème qui existe depuis les années 70. Il souligne que le taux de mortalité des hommes en Russie serait probablement entre 1 840 000 et 1 850 000 en 2024, une augmentation de 80 000 par rapport aux chiffres de 2023. Mais la guerre n'est pas la principale raison pour laquelle le nombre de morts augmente d'environ 5% en 2024, dit-il. C'est probablement aussi une conséquence de l'alcoolisme. Nicolas Eberstadt, titulaire de la chaire Henri Vente en économie politique à l'American Enterprise Institute, ajoute à ce point. L'espérance de vie des jeunes hommes en Russie est comparable à celle d'un pays du quatrième monde, affirme-t-il. L'espérance de vie à 15 ans pour un homme russe juste avant la pandémie était à peu près la même que son homologue en Haïti. Les hommes russes se tournent de plus en plus vers l'alcool pour faire face aux politiques de Poutine. Combiné avec la situation en Ukraine, cela entraîne une baisse de la population masculine et des taux de natalité encore plus bas à l'avenir. La Russie ne pourra pas supporter ce volume de pertes beaucoup plus longtemps. Elle est déjà confrontée à une bombe démographique, donc perdre 220 000 soldats, principalement des hommes, sur le champ de bataille ukrainien, n'annonce rien de bon pour l'avenir du pays, tant en termes de population que de sa capacité à se remettre des chocs économiques que la guerre de Poutine a créés.
Donc, perdre 220 000 soldats en Ukraine n'est pas seulement dévastateur pour la Russie d'un point de vue militaire. Cela aggrave un problème démographique préexistant qui pourrait menacer l'avenir de la Russie. Mais que pensez-vous de la mort de 220 000 soldats russes en Ukraine? Partagez vos pensées dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Découvrez maintenant, Poutine finit, alors que les pertes russes en Ukraine s'intensifient, ou optez plutôt pour cette autre vidéo.